Bonjour tout le monde. Donc comme premier, on va faire la première FAQ ensemble. Donc vous m'avez posé quelques questions sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Je vais essayer d'y répondre. J'espère n'avoir oublié personne. J'ai essayé de récupérer toutes les questions, mais bon, j'ai peut-être zappé quelqu'un. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et il y aura peut-être une prochaine FAQ. Voilà, suite à cette vidéo, peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées et me poser de nouveau des questions dans les commentaires. Donc voilà, moi j'aime bien cet exercice, je trouve ça assez marrant. Je trouve que c'est peut-être même plus précis de répondre directement à des questions plutôt que de faire des vidéos en partant un peu dans tous les sens comme je peux le faire. Donc si vous avez des questions suite à cette FAQ, que ce soit des choses dont je parle aujourd'hui ou pas, voilà, vous me les posez dans les commentaires en bas et il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc la première question, c'est une question de Nicolas. Donc Nicolas, apparemment, tu veux savoir mes réglages de drone. J'imagine que par réglage du drone, tu penses aux rates. Donc si c'est le cas, je t'invite à voir ma dernière vidéo où j'en parle. Je vais les redonner ici aussi, parce que le but c'est pas de te renvoyer juste à regarder la vidéo. Mais voici mes rates pour tout le monde. J'ai eu pas mal de retours quand même dessus et franchement que des bons retours. Donc soit les gens sont gentils, soit effectivement mes rates sont pas si mauvais. Donc testez-les. Testez-les, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à la question numéro 2. Toujours une question de Nicolas. Nicolas s'interroge sur le fait que qu'en dépassant les 800 grammes avec le drone et en ajoutant par exemple les bras de renfort, on doit disposer du signalement électronique. Donc oui, bien vu, la législation oblige à avoir un signalement électronique au-delà des 800 grammes. Et sachant que le drone fait 795 grammes nu avec la batterie, forcément, si on rajoute les bras de renfort qui font entre 20 et 30 grammes, je crois, forcément on dépasse. Le seul équipement qu'on peut mettre sans dépasser le poids, c'est un filtre. Voilà, les filtres pèsent 2 à 3 grammes, donc quand on met un filtre, on est à 798, 797 grammes, donc ça passe encore. Mais par contre, dès qu'on rajoute bras de renfort, les protections d'hélice, une GoPro, je sais pas, des protections pour protéger la caméra avant, etc., on va vite dépasser ces 800 grammes. L'idéal, ce serait d'avoir la possibilité d'intégrer le signalement électronique directement dans l'application DJI Fly, mais pour ce drone, c'est pas possible. Alors c'est dommage parce que pour d'autres drones DJI, on peut le faire, mais pas celui-ci. Si c'était possible, moi je l'aurais fait, clairement. Donc à partir de là, il reste deux choix possibles. Soit on va acheter une balise qu'on va coller sur le drone, et voilà, donc c'est un coût supplémentaire, c'est un appareil de plus sur le drone, c'est peut-être un vol qui est un peu moins correct à cause de ce machin-là. Soit la seconde solution, celle que j'ai choisie, c'est de rien faire. Moi je préfère privilégier la sécurité et avoir un vol plus propre avec les bras de renfort, quitte à dépasser le poids, et tant pis quoi, voilà, c'est comme ça, de toute façon c'est une histoire de quelques grammes, bon, à moins de tomber sur des gens avec une balance et qui vont venir vous embêter sur le terrain, normalement ça passe, voilà. À partir du moment où on ne rajoute pas vraiment un poids significatif, je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça non plus, même si on est hors des clous et on ne respecte pas la loi, clairement. Alors, question numéro 3 de Loris. Est-ce que je conseille le drone FPV pour débuter? Alors quand je dis le drone FPV, je parle de lui, voilà, le DJI FPV Combo. Alors oui, on peut débuter avec ce drone parce que il offre pas mal de sécurité et pas mal d'avancées pour les débutants, pour leur permettre de voler, même s'ils n'ont pas tout à fait le niveau, même s'ils ne savent pas régler leur appareil, etc. C'est un appareil qui facilite la tâche, clairement. Même moi, c'est mon premier drone, voilà, en format 5 pouces, en grosse taille, c'est mon premier drone. Donc on peut débuter avec puisque je l'ai fait. Maintenant, si tu n'as jamais fait de FPV, si tu n'as pas fait de simulateur, etc., tu ne vas pas forcément pouvoir débuter avec ce drone. Ça sera potentiellement dangereux ou risqué. Comme je le dis dans ma précédente vidéo, la case simulateur est vraiment importante. Il faut vraiment y passer, il faut vraiment en faire des heures et des heures parce que tout le temps passé sur le simulateur, c'est du temps gagné sur le terrain. Maintenant, si tu as déjà fait du simulateur ou si tu envisages d'en faire, pour moi, le DJI FPV Combo est tout à fait apte à être un premier drone pour débuter, clairement. Tu auras toutes les sécurités nécessaires, tu auras tout ce qu'il faut, tu auras quelque chose qui marche très bien. Allez, on change de spot parce que là, je cramais au soleil, j'en avais trop marre. Donc question 4 de T'as pas peur du noir. Comment fais-tu pour activer la détection des avions? En fait c'est assez simple. Il faut juste aller dans sécurité, paramètres de sécurité avancés et activer AirSense. Voilà, c'est le signal ADS-B qui permettra de repérer les avions. Du coup, quand tu as un avion qui est en approche ou un hélicoptère ou tous les engins volants qui utilisent ce système, tu auras un petit signal, avion en approche ou aéronef en approche, je ne sais plus ce que ça marque. Alors je ne sais pas à quelle distance ça fonctionne, voilà, c'est pas quand on est à 50 mètres d'un avion qu'on a le signal, c'est beaucoup plus loin que ça. Généralement on entend l'avion, on voit le signal, mais bon forcément on voit pas l'avion parce qu'on est en immersion avec les lunettes, donc voilà, on voit rien. Mais c'est assez efficace parce que en fait j'ai l'impression que c'est vraiment quand l'avion est en approche, donc
Je pense que ça doit le détecter à peut-être à 500 mètres, à 1 km facilement. Ça te laisse le temps de baisser l'altitude de ton drone ou de le ramener au sol suivant où tu voles, hein, etc. Donc c'est assez pratique. Et niveau sécurité, c'est plutôt une très bonne option, quoi. Voilà, par exemple, pendant le tournage de mon vlog numéro 5 dans les Pyrénées, là, c'est la vidéo dans le brouillard, par exemple, j'ai eu le signal d'un avion en approche. Donc même si j'avais pas eu les lunettes, j'aurais pas pu le voir parce qu'il y avait du brouillard. Mais au moins, ça m'a permis de me dire, ah, attention, allez, je vais voler un peu moins haut. On passe à la question numéro 5 de Dan Partage. Alors déjà, merci pour le compliment sur ma vidéo. Donc j'imagine que tu parles de celle des Pyrénées, enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, je vous la remets en fiche ici, hein, comme d'hab. Hein. Donc ta question concerne le profil dessiné like. Il veut savoir s'il y a une petite différence, si l'image est un peu plus contrastée dans le masque pour la rendre plus agréable que le profil dessiné like plat qu'on va enregistrer sur le drone. Pour ce qui est du dessiné like, ce qu'on enregistre dans les lunettes, c'est exactement ce qu'on enregistre sur le drone en fait. C'est la même chose. Le mieux c'est de montrer directement à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vais vous mettre ce qu'on voit dans les lunettes et ce qu'on voit dans l'enregistrement du drone. Et vous allez voir que c'est la même chose. Ceux qui veulent gagner en qualité et revoir leur colorimétrie, c'est sûr que le profil plat du dessiné like est meilleur. Ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et tout, le mode normal, ça va très bien. Moi, c'est celui que j'utilise. Parce qu'en fait, je préfère m'embêter à faire là, une bonne exposition sur place et de bien gérer tout ça et d'enregistrer directement en normal pour avoir un truc qui est déjà utilisable plutôt que d'utiliser le dessiné like qui va me demander plus de travail en post-traitement. Voilà. Le post-traitement en photo, je suis déjà pas fan, mais alors en vidéo, pas beaucoup plus. Donc voilà, clairement, moi j'utilise le mode normal. Le jour où je le sentirai, où j'en aurai la nécessité, j'utiliserai le dessiné like. Et après, ce que j'aime pas dans le dessiné like, c'est le fait de l'avoir dans les lunettes. Parce que du coup, c'est vrai que c'est moins agréable, on voit moins bien les choses, c'est plat, voilà, on perd tout le bénéfice du mode normal en fait. Et moi personnellement, ouais, j'ai un peu moins de plaisir à voler avec. Après ça se fait, hein, c'est une habitude. Hein. Si on fait ça tout le temps, ça marchera très bien. Hein. La question 6, c'est une question qui est beaucoup revenue, donc j'ai regroupé un peu les questions. Hein, voilà. Donc la question concerne voilà, en gros mes réglages vidéo, savoir si je tourne en 4K, en 1080, etc. Donc j'ai l'impression que vous voulez tous mes secrets. Donc non, pas de souci. Heureusement, je suis plutôt dans le partage, donc je vais tout donner. Alors pour ce qui est de la qualité vidéo, moi je filme toujours en 4K. Voilà, c'est une habitude, je me dis que si j'ai besoin de cropper dans l'image, si j'ai besoin d'une meilleure qualité, autant aller au top du top. Après, la 4K c'est utile pour mes belles vidéos. Pour tout ce qui est vlog comme ici, même si je filme en 4K, après je vais mettre ça en 1080. Voilà. En HD parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire, vous n'avez pas besoin de voir ma tronche en 4K, quoi, je pense. Et pour ce qui est du framerate, du coup, le drone de toute façon ne peut pas faire moins que 50 images par seconde, pour l'instant en tout cas, ou 60. Moi j'utilise 60 images par seconde. Parce qu'en fait, comme avec mon iPhone, je filme en 30 images par seconde, pour avoir la possibilité de faire des petits ralentis, donner un petit rendu cinématique, en fait je fais la même chose avec le drone. Je filme en 60, ça me permet d'avoir un peu plus de latitude pour ralentir l'image. Et comme ça, d'un côté j'ai du 30 images par seconde et de l'autre côté 60 images par seconde, du coup ça donne un ensemble assez cohérent. Pour ce qui est de l'exposition de ma vidéo, par contre je suis tout en manuel. Voilà, je préfère tout contrôler et je pense que c'est préférable. Du coup je me mets à 1 120e de seconde pour l'obturation, pour être dans la règle des 180 degrés. Donc voilà, je ne vais pas vous l'expliquer, mais en gros, si vous tournez à 24 images secondes, il faut filmer en 1 50e de seconde. Un 48e de seconde, mais c'est pas possible, donc un 50e. Et du coup, si vous êtes à 60 images par seconde, on filme à 1 120e de seconde. Alors c'est un peu rapide, on n'a pas forcément toujours un flou de mouvement qui est très très prononcé. Donc on peut descendre un peu cette valeur, moi ça m'arrive de le faire, de descendre à 1 centième, 1 80e de seconde. Mais voilà, en gros, en faisant ça, on est plutôt bien. Et pour avoir toujours ma vitesse de 1 120e de seconde réglée, donc je la mets en manuel, en fait j'utilise les filtres pour venir faire la compensation par rapport à l'exposition. Suivant les conditions dans lesquelles vous volez, un 120e de seconde, ça peut être un peu sombre s'il fait pas beau, ça peut être bien s'il fait un petit peu beau mais tout juste. Par contre s'il fait très beau, un 120e de seconde, ça ne sera pas assez. Voilà. Donc du coup, en fait, la compensation de l'exposition, on va le faire avec les filtres. Donc là, j'ai un jeu de filtres, voilà, de chez Freewell. Voilà, je vous les montre. Hop, le pack de base, hein, voilà. Je ne sais plus à combien il est, à 50-60 €, un truc comme ça. Donc j'ai du ND4, ND8, ND16 et ND32.
ça me permet de parer à la plupart des situations. Donc c'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir du ND2 ou du ND12 ou enfin, voilà, des valeurs un peu plus précises. Mais bon, l'ajustement je le fais après dans ce cas-là avec la vitesse. Si vraiment à 1/120e de seconde et avec le filtre que j'ai choisi, je ne me rapproche pas de la qualité que je veux, mais là je vais jouer sur la vitesse pour soit augmenter la luminosité, soit la descendre. Donc en théorie c'est assez simple à faire, hein, mais en pratique, bon voilà, des fois sur le terrain, surtout quand on a un temps changeant, ça peut être un peu chiant. Après l'avantage du DJI FPV, c'est qu'on peut l'arrêter en l'air, modifier les paramètres de vitesse et repartir, hein. Ça c'est cool. Du coup je vais vous montrer en direct comment on fait pour régler le filtre. Donc je vous montre en direct là comment je fais pour régler le filtre et mon image. Donc j'allume le drone, hein, basique, hein. Voilà, je le pose, je regarde dans les lunettes l'image que j'ai. Je prends le drone, j'essaie de viser à peu près toutes les zones où je vais voler. Donc voilà, je me dis je vais voler vers les nuages, je vise les nuages, hop, là-bas je regarde derrière, je regarde un peu l'herbe, je regarde l'ensemble en fait. Donc là je suis déjà pas trop mal exposé, mais mettons que je suis pas bien exposé. Je vais prendre un filtre, je vais tester. Alors le le ND4, on commence par le plus faible en général quand on n'est pas trop mal au niveau de l'image. Hop, je le place. Et là, je fais pareil. Je viens ici, je check. Hop, le ND4. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est un peu trop sombre. Et par contre, si en l'air, je m'aperçois que c'est un peu trop lumineux, et bien dans ce cas-là, je vais augmenter un tout petit peu la vitesse. Ou si je m'aperçois que c'est un peu trop sombre, je vais baisser un tout petit peu la vitesse. Voilà, je vais jouer à la marche comme ça. Alors, le but, c'est de ne pas augmenter trop la vitesse parce que sinon, on n'aura plus de flou de mouvement de motion blur. Et du coup, qui donne ce flou naturel qu'on a, comme quand je bouge les mains là, c'est plus agréable que si on voit ma main partout hyper net. Et inversement, si on descend trop, après on peut avoir toute l'image un peu floue et ça peut être un peu dommage. Donc comme vous le voyez, hein, franchement c'est assez simple. Après c'est un coup à prendre, hein, mais ça va être compliqué dans les conditions qui vont être changeantes. Voilà, c'est sûr que si vous avez des nuages, un coup il fait très beau, un coup il fait très sombre, là ça va être compliqué, mais là c'est compliqué pour tout le monde et il n'y a pas grand chose à y faire, hein. On passe à la question numéro 7 de Ojunix-87. Bon, heureusement, je la connais un peu, elle s'appelle Julie, hein, c'est un peu plus sympa. Sa question, qui est un peu chelou, est-ce que c'est pour adultes? Alors, je ne sais pas si là, tu pensais à un sextoy ou un truc comme ça, je ne sais pas, je ne sais même pas si je veux savoir. Mais voilà, si la question est un peu plus sérieuse, je vais partir du principe que oui, c'est pas fait que pour les adultes. C'est pas non plus fait pour les enfants, voilà, c'est pas un jouet. Ce drone va très vite, voilà, c'est un parpaing qui peut aller de 0 à 140 km/h en 2 secondes. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et clairement pas dans les mains d'un enfant, ça sûr et certain. Enfin bon, après, sauf si on l'aime pas, qu'on veut s'en débarrasser, qu'on veut se débarrasser du voisinage, péter toutes les vitres chez soi, enfin voilà, si on veut faire des gros dégâts, là par contre, c'est jouable. Mais trêve de plaisanterie, non, vraiment, faut pas laisser ça dans les mains d'un enfant, clairement, même accompagné d'un adulte. Un adolescent, ou une adolescente d'ailleurs, oui, parce que déjà, ils ont les capacités pour gérer ça. Fermez vos gueules. Ils ont les capacités pour gérer ça et par contre toujours accompagner. Donc de toute façon même un adulte, accompagnez-vous, faites-vous accompagner parce que normalement le FPV ça se fait à 2 personnes, ça se fait pas tout seul. Donc faites-vous accompagner et surtout au départ. Voilà, prenez des conseils de personnes qui pourront vous guider correctement. Là on n'est pas sur un Mavic, sur un drone stabilisé ou même ma fille de 3 ans, quand je suis à côté, je l'ai déjà fait piloter, bouger les sticks pour qu'elle voit ce que ça donne. Bon, dans un milieu ouvert, hein, je ne l'ai pas fait voler en intérieur bien sûr. Mais voilà, n'importe qui peut piloter un drone stabilisé. Question numéro 8, encore de « T'as pas peur du noir ?» Décidément, il m'a posé beaucoup de questions. Donc comment allumer la LED sous le drone? Donc apparemment cette LED l'obsède. Pour allumer la LED sous le drone, en fait, on ne peut pas le choisir. Par défaut, c'est un réglage qui est mis en automatique dans l'application. Donc du coup, on ne choisit pas. On ne peut pas se servir de la LED pour faire du light painting ou juste pour se la péter et éclairer ses potes ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment une assistance à l'atterrissage en fait, tout simplement comme sur les Mavic. La lumière va venir s'allumer pour faire atterrir le drone. Il n'y a que quand la lumière commence à manquer en extérieur que la LED va venir faire une lumière d'appoint pour aider le drone à se positionner et à atterrir. Voilà, tout simplement. Le but, c'est pas d'éclairer en volant dans les airs. Voilà. Là, il y a des solutions avec des petites lampes torches ou des petites LED qui s'accrochent au drone qui peuvent permettre de faire ça. Mais le drone a déjà lui-même pas mal de LED différentes qu'on peut allumer et qui sont assez sympas. Et surtout, elles sont paramétrables. Donc désolé, à mon avis, ma réponse ne te plaira pas. Ok, on y voit que dalle. Donc du coup, c'est les conditions idéales pour tester les LED. Donc on va voir si ça marche ou pas, si ça s'allume vraiment la nuit ou si c'est un gadget.
Alors comme on peut le voir, la LED est bien allumée et elle sert juste d'assistance voilà, pour l'atterrissage, pour le décollage, quoi, tout simplement. Hein. Rien de particulier, mais on ne peut pas l'allumer tout le temps. Il y a une hauteur à laquelle elle s'allume. Hop là, elle vient de s'allumer. Voilà. Donc la LED, hop, c'est juste une assistance au décollage. Et là, elle va se couper, voilà. J'ai réglé le sélecteur, voilà. Là, j'allume, je repasse sur le bouton, j'éteins. Donc en fait, je l'ai sélectionné sur le sélecteur de droite. Voilà, c'est ça. Ok. Là, je suis à la position de milieu. Je vais en haut, j'éteins. Je reviens à la position de milieu. Je reviens en haut, je rallume. Voilà. En gros, comment ça marche. Il n'y a pas de raison de couper cette LED. Hein. Franchement, vaut mieux même la laisser parce que ça peut être dangereux de l'éteindre, quoi. Question numéro 9. T'as pas peur du noir? Pour changer. Hein. Donc, heureusement, il m'a posé plein de questions. Hein. Sinon, la FAQ, elle était foutue. Hein. Alors, sa question, c'est de savoir si ce qu'on modifie dans le masque visuellement va modifier aussi la vidéo finale enregistrée par le drone. Non, pas du tout, hein, heureusement. L'avantage, c'est qu'on peut soit avoir la même vision dans le masque que dans l'enregistrement, soit on peut avoir des petites modifications. Donc, par exemple, dans le masque, par défaut, on va avoir les hélices. Voilà. Mais dans le drone aussi. Donc, on va utiliser un facteur de crop qui est dans l'application pour ne plus voir les hélices. Mais par contre, moi, je garde les hélices dans le masque pour avoir conscience du gabarit du drone et voir un peu où il passe, comment il passe. Et quand on n'a pas les hélices, on a l'impression qu'on peut passer un peu partout, alors que des fois, non, ça passe pas. Une branche, un truc, ça passe pas. Alors que quand on voit les hélices sur les côtés, même si c'est visuellement pas super agréable, on voit un peu mieux où on va pouvoir passer ou pas. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de la qualité vidéo, la qualité d'enregistrement dans le masque, alors je ne me rappelle plus exactement, mais elle est de qualité moindre que celle dans le drone. Donc du coup, il faut utiliser la carte mémoire du drone. Hein. Et d'autant que dans le masque, l'image n'est pas stabilisée. Voilà. Alors que dans le drone, elle y est. Donc voilà, si on veut faire de la belle vidéo, tout ça, on va utiliser l'image du drone, on ne va pas utiliser l'image du masque. Mais pour un vlog, pour montrer le DVR, etc., c'est plutôt pas mal d'utiliser aussi l'image du masque. On passe à la question numéro 10 de Romain. Est-ce que le drone est compliqué à prendre en main? Est-ce qu'il faut être accompagné de quelqu'un? Et une autre question très différente, comment trouver des musiques pour le montage? Donc la prise en main du drone dépend exactement de ton niveau, tout simplement. Si tu n'as jamais fait de simulateur, si tu n'as jamais piloté de drone, tout ça, de toute manière, c'est même pas conseillé de tester, d'utiliser ce drone, parce que tu vas le cracher. Bon, après, tu vas l'utiliser en mode normal ou en mode sport, donc ça va, il y a plein d'aides qui feront que tu ne le cracheras pas. Mais si tu veux l'utiliser en mode manuel, si, parce que tu ne seras pas capable de le piloter, clairement. Pour ma part, moi j'ai fait quand même pas mal de simulateurs, hein. Franchement j'ai bien dû faire 30-40 heures avant de me lancer. Ce qui fait que dès mon premier vol, j'ai pu passer en mode manuel. Voilà. Donc j'avais les genoux qui tremblaient, j'étais pas serein et tout, mais en tout cas je suis passé en mode manuel. Mais voilà, pour quelqu'un qui débute totalement, s'il n'y a pas eu la case simulateur qui était là en amont, voilà, faut même pas acheter de FPV, pas utiliser de FPV tout court, quoi. Voilà, faut s'entraîner et après on passe au FPV, quel que soit le modèle, hein, que ce soit le DJI ou autre. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que je propose un stage photo drone, hein, donc, dans lequel tout est personnalisé. Hein. Je colle aux attentes de mes élèves et donc du coup, si vous voulez apprendre à faire du FPV ou apprendre à faire du drone, je peux vous donner de bonnes bases pour déjà commencer. Donc pour ce qui est des musiques pour le montage, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit tu la fais toi, soit tu demandes à quelqu'un que tu connais et qui est capable de faire ça, soit tu les achètes. Voilà, il y a plein de banques de musique qui existent en ligne qui permettent par un abonnement d'avoir accès à plein de musiques et qui seront utilisables sur YouTube. Il faut savoir aussi que YouTube propose des musiques et des sons qu'on peut utiliser sans problème sur nos vidéos. Pour ma part, comme je suis auteur, hein, photographe, du coup, ça me paraît normal de rétribuer le travail des autres. Et j'ai pas de problème à m'abonner pendant un mois à chaque fois que j'ai besoin de musique pour aller télécharger tout ce dont j'ai besoin et voilà, les charger et les garder en stock. Hein. Tant qu'à faire, je ne vais pas repayer à chaque fois pour la même musique. Bon, les abonnements ne sont pas non plus hyper chers, donc ça va bien. Et sinon, pour tout ce qui est drone, j'ai aussi investi dans le pack Cinefly de Ben Jacquier, donc, que j'ai connu par l'intermédiaire de Stéphane Couchou. Ça marche plutôt bien, c'est pas très cher, je ne sais plus combien il est entre 50 et 80 euros le pack complet. Et c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de sons, il y a pas mal de choses dédiées au drone, voilà, et au FPV bien sûr. Donc on passe à la question 11. Donc,
Toujours t'as pas perdu noir. Alors je crache le drone, je ne sais pas où il est. Comment faire pour voir les 30 dernières secondes? Alors ça c'est très simple, tout se fait dans l'application. Il suffit d'aller dans Paramètres. Dans Paramètres, Sécurité, il y a un Localiser mon drone. Et dans Localiser mon drone, dès que vous cliquez dessus, vous allez avoir directement les 30 dernières secondes de votre dernier vol. Tout simplement. Allez, je change de spot parce que j'en ai marre. Je me tape le soleil en pleine gueule sur le banc. Donc du coup, je vais continuer ici la FAQ. En cas de crash, oui, voir ces 30 dernières secondes, c'est plutôt bien parce que ça permet de repérer un peu l'environnement et de se dire ah, je suis tombé plutôt là que là. Pour l'avoir testé, ça va pas forcément être très précis. Alors, ça peut aider, hein, mais ça va être difficile de retrouver le drone que grâce à l'image, à moins de tomber vraiment à côté d'un poteau ou d'un truc particulier qui fait qu'on ne peut pas le louper. Par contre, je te conseille fortement de régler la sonnerie des moteurs parce que ça, au son, on peut vraiment, même au milieu d'une forêt, tout ça, et ça m'est arrivé, repérer le drone rapidement. On sait d'où vient le son et du coup, on n'a plus qu'à y aller pour aller chercher notre drone. Voilà. Donc ça, plus l'image, c'est plutôt pas mal. Et si besoin, il faut utiliser l'application DJI Fly pour avoir la localisation plus précise du drone sur une carte et pouvoir le retrouver où il est. Voilà, je te conseille aussi de régler le mode Turtle. Alors c'est un mode qui peut prêter à sourire ou qui peut paraître bizarre ou inutile, mais en fait c'est vraiment très utile. Parce que si tu te craches à un endroit peu accessible ou difficilement accessible et que ton drone s'est mis sur le dos, du coup le mode Turtle tac, va te permettre de remettre le drone à plat et de pouvoir repartir s'il n'y a pas plus de casse que ça. Voilà, même si les hélices sont abîmées, il va quand même voler mal, mais il volera. Mais ça peut être utile, et ça m'est arrivé, si on l'accroche dans un arbre. Si ton drone il est dans un arbre accroché à une branche, le mode Turtle va le permettre de le faire bouger et peut-être va te le sauver et faire tomber le drone. On passe à la question 12. Alors là, on est plus sur une question médicale finalement. Hein. Donc Yann, tu veux savoir en fait pourquoi tu es malade au bout de 5 minutes sur le simulateur et pourquoi dans la réalité, finalement, tu n'es pas malade. En fait, c'est assez normal d'une certaine manière. Ça va dépendre de chaque personne aussi. Moi personnellement, quand je vole avec le simulateur, voilà, au bout de 10 minutes, je me sens bizarre. Au bout de 15 minutes, je commence à être pas bien et avoir envie de vomir. En fait, j'ai le même mal que j'ai en voiture. Voilà, si je suis à l'arrière, je suis malade. Je ne peux pas être à l'arrière dans une voiture. Voilà, il faut que je sois devant. Et mieux encore, il faut que je conduise. Là, quand je conduis, je ne suis pas malade. Heureusement d'ailleurs. Donc en fait en FPV on va ressentir tout simplement ce qu'on appelle le mal des transports. Alors ça porte deux noms, mais bon, il y en a un qui est un peu plus connu, c'est la cinétose, qui est une discordance entre l'oreille interne et le système visuel. En fait c'est notre cerveau qui ne comprend pas pourquoi ce que ressent le corps est différent de ce que voient nos yeux. Donc sur le simulateur à la maison on est plutôt posé, hein, donc on est sur une chaise, assis sur un lit, enfin peu importe, on est assis et on est dans un environnement imaginaire qui n'existe pas, dans lequel on bouge assez rapidement et on fait des mouvements. Donc le cerveau, il ne peut pas comprendre ça. Pour lui, c'est pas normal, donc du coup, il va réagir et sa réaction, ça va être de nous rendre malades en fait, tout simplement, de nous filer la gerbe et tout. Alors, faut faire gaffe hein, parce que mine de rien, c'est pas anodin. Voilà, on peut aller jusqu'au vomissement. Ça peut, si on continue à s'entraîner, à forcer le trait, on peut se déshydrater. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de raison de se rendre malade pour du simulateur, hein, clairement. Et en extérieur, on a moins cet effet, tout simplement parce que déjà, on est dans l'environnement où on va voler, qui est un environnement réel. Donc on l'a déjà vu avant de mettre les lunettes, mais ça fait un peu comme quand on est conducteur de la voiture. En fait, on va être moins malade, ou pas malade du tout même, parce que du coup, on maîtrise la chose. Mais je pense que si on commence à taper de la vitesse à fond, faire des figures dans tous les sens, au bout de quelques minutes, on va sûrement ressentir le même problème. Parce que, encore une fois, nous, on sera posé assis par terre ou debout, et visuellement, ça va aller très vite, ça va bouger dans tous les sens, notre cerveau ne va pas comprendre. Mais l'avantage, c'est qu'en FPV en extérieur, contrairement au simulateur où on peut s'entraîner 2 heures non-stop, là, une batterie, ça va durer 10-15 minutes. Et après, il faudra s'arrêter. Donc du coup, ça ne laisse pas le temps au cerveau de nous rendre malade. J'espère que ma réponse te convient. Hein. Donc, ouais, j'ai même checké quand même avec mon beau-frère qui est médecin pour être sûr que ce soit OK, que je ne dise pas des conneries. Donc a priori, non, c'est pas le cas. Donc cool. Et on arrive déjà à la dernière question de David qui veut savoir si on branche des écouteurs sur le masque. Est-ce qu'on entend le bruit des moteurs? Alors malheureusement, finalement c'est la seule question à laquelle je ne pourrais pas répondre parce que je suis chez Apple depuis pas mal d'années et en fait il se trouve que j'ai le port Lightning et que j'ai plus d'écouteurs.
Voilà, j'ai plus d'écouteurs avec des prises jack. J'ai cherché partout chez moi, j'en ai pas trouvé. Alors j'en ai pas acheté pour l'occasion hein, non plus, mais du coup le mystère reste entier. Cela dit, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller mettre les écouteurs pour écouter le bruit du moteur. Donc tu as peut-être une idée en tête, mais à mon avis c'est pas préférable. Même si on peut le faire, je pense qu'il faut pas le faire parce que on est déjà aveugle parce qu'on a un masque. Alors si en plus on doit être sourd parce qu'on entend le bruit des moteurs, d'une c'est pas agréable et de deux je pense que ça nous coupe encore plus de l'extérieur et que c'est pas forcément une bonne chose en FPV. On est déjà suffisamment entre guillemets dans notre monde pour pas se rajouter des problèmes. Voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu, que j'aurai bien répondu à vos questions et que voilà, je vous ai rapporté des réponses. Moi j'aime bien l'exercice, je trouve ça assez marrant et je trouve ça assez intéressant finalement. Donc écoutez, si vous avez encore des questions ou si vous voulez m'en poser, n'hésitez pas. Hein. Vous allez dans les commentaires et vous me posez toutes vos questions. Et si j'en ai assez des choses intéressantes et différentes de ce à quoi j'ai répondu là, il y aura une FAQ numéro 2, il n'y a pas de souci. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, si vous avez aimé mes réponses, ma vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, partagez, voilà. Si je fais ces vidéos, c'est pour être vu, c'est pour rendre service, donc profitez-en, hein. Allez-y. Hein. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, parce que là j'en ai fait quand même pas mal d'affilée. Merci d'avoir pris le temps de me regarder. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis bon vol, ciao!